Et comme dirait le philosophe Kierkegaard, il dirait répondre à sa vocation. Répondre à sa vocation, c'est légitimement répondre à vers quoi, ce qui nous appelle profondément, c'est-à-dire ce qui fait que nous nous sentons faits pour. Et notre destinée elle-même est appelée à faire cela. Et ça donne une légitimité profonde, et je dirais que ça abolit le travail. Ça abolit le travail, même si nous travaillons beaucoup, à partir du moment où nous répondons à notre vocation, nous avons plus l'impression de répondre à une nécessité profonde, fondamentale, qui est celle celle que nous ressentons en profondeur, et non pas à simplement travailler pour survivre et mériter de survivre. Donc pour moi, il y avait aussi une forme de violence dans cette aliénation humaine, et avec évidemment accompagné de proclamations morales toujours redondantes, liberté, égalité, fraternité, droits de l'homme, etc. Et ce qui m'a choqué dans notre système de travail, dans notre microcosme de travail, c'était pas tellement que je cherchais l'égalité, par exemple, mais c'était quand même la reconnaissance de l'être humain en tant que valeur première. Et ensuite, sa fonction, elle est secondaire. Or, notre système met d'abord la fonction en premier et l'individu en second. À tel point que, évidemment, nous dépendons d'un revenu économique. Parce que time is money, etc. Notre durée est indexée sur un revenu, et quand ce revenu nous manque, nous sommes oblitérés socialement. Et cette violence qui est faite aujourd'hui à travers l'exclusion, c'est une violence. C'est-à-dire que l'individu n'existant que par son revenu, s'il n'a pas de revenu, il est oblitéré, il est donc exclu et marginalisé. Et cette marginalisation, évidemment, est une violence exercée contre l'humain dans son propre destin. Et tout cela pour un progrès qui, soi-disant, est un progrès destiné finalement à promouvoir l'ensemble de l'humanité. Je ne doute pas de la sincérité des gens qui ont fait la promotion du progrès et qui ont essayé de peut-être de l'humaniser. Je ne suis pas dans les consciences. Je pense qu'il y avait des intentions qui étaient des intentions, disons, sincères. Mais ce que ça a donné en termes réellement de l'organisation du système humain, c'est qu'en fait, ce progrès, qui est, comme je le disais tout à l'heure, fondé évidemment sur la technologie, qui nous a fait passer du cheval animal au cheval vapeur et qui a donné au monde occidental en particulier une puissance importante, l'efficacité. Il y a eu ce miracle industriel, mais ce miracle industriel, il a nécessité évidemment la conjonction de plusieurs éléments positifs. Premier élément, il a fallu évidemment inventer. Et ça, l'Occident a bénéficié, si vous voulez, de toute une histoire, un phylum de rationalité qui prend ses racines très loin et qui a dégringolé à travers les âges jusqu'à émerger, surtout à la Renaissance, et à ce moment-là éveiller en quelque sorte les aptitudes de certaines personnes à essayer de bricoler de la mécanique, etc. Et de cette mécanique qui est d'ailleurs strictement masculine. Parce que vous pouvez regarder tout le dictionnaire, vous ne trouvez pas une seule femme qui ait inventé un engrenage ou quoi que ce soit. Il n'y a que Madame Curie qui est rentrée, qu'on peut découvrir évidemment comme une femme qui a amené une invention importante pour le meilleur et le pire, comme vous le savez. Mais c'est vraiment très masculin. La mécanique très masculine. Et à partir de ce moment-là, il y a ce côté démiurgique, prométhéen, avec ses inventions qui font une éruption extrêmement rapide dans notre histoire. Il faut savoir que Napoléon Bonaparte, tout puissant qu'il était, ne pouvait pas aller plus vite qu'Alexandre le Grand ou que Gengis Khan ou que Jules César. Et puis tout d'un coup, il avait beau être puissant, il ne pouvait pas modifier les choses, c'est-à-dire que sans jeu de mots, il était limité à l'étalon cheval. C'est-à-dire qu'à partir de là, on ne pouvait pas aller plus vite. C'était comme ça. Alors on peut bien sûr perfectionner la rapidité du cheval, mais enfin il y a des limites. Et dans tout le système général, il y avait la nature qui était omniprésente, et l'omniprésence de la nature
donnait une cadence, donnait des limites et permettait finalement à l'homme de s'adapter, de s'ajuster, puisque c'était des civilisations essentiellement agraires. Et quand c'est une civilisation agraire, eh bien, elle doit tenir compte des facteurs climatiques, des facteurs saisonniers, tous ces facteurs-là, eh bien, mettent l'homme en rapport avec des rythmes et des cadences qui ne pouvaient pas outrepasser. Et à partir du moment où on est rentré dans cette invention qui a nécessité, comme je le disais, plusieurs conjonctions positives, l'invention technologique, deuxièmement, bien sûr, la révolution industrielle a nécessité du capital financier. Et vous savez que les paysans de toute la planète thésaurisent. C'est-à-dire, ils thésaurisent à leur manière. Certains augmentent leurs troupeaux, d'autres mettent simplement du grain dans leur grenier, d'autres, eh bien, en Europe, on thésaurisait avec de l'or. Et donc, cet or stabilisait l'avoir. Quand les paysans avaient une année favorable, ben, cette année favorable, ben, ça leur permettait de thésauriser, de transformer leurs ressources en or, de façon à se constituer leur assurance, parfois leur retraite vieillesse, parfois eh bien, leur sécurité, parce que si on perd son cheval, ben, il faut pouvoir le changer, etc. Et cette thésaurisation représentait quand même des masses extrêmement importantes d'or qui sont allées alimenter en quelque sorte l'industrie naissante. Il a fallu la force de travail, et la force de travail, bien sûr, a été fournie d'abord dans un premier temps par les paysans pauvres de l'Europe, qui ont tous migré, vous savez, vers les grands pôles industriels, sont descendus sous terre pour extraire le charbon, le métal, les minerais, etc. Et c'est eux qui en fait, se sont aliénés en quelque sorte pour pouvoir alimenter les hauts fourneaux et mettre en route la sidérurgie et mettre en route donc ce nouveau paradigme fondé sur la technologie. Et puis, un autre élément absolument incontournable et qui n'aurait jamais fait que l'Occident ait atteint une prospérité pareille, eh ben c'est évidemment l'exaction et la violence qui a amené à conquérir des territoires, à se tailler des empires coloniaux, et ces empires coloniaux, eh bien, qui recelaient des ressources qu'on pouvait aller chercher pratiquement gratuitement. Bien sûr, le fusil à la main. Et quand vous réunissez le tout, eh bien, ça vous donne ce système puissant, efficace, et qui s'érige comme un modèle et qui s'impose à l'ensemble de la planète. Et ensuite, disons, à travers ce qu'on appelle la colonisation, ben moi j'ai vu, nous, gens du tiers-monde, nous sommes obligés d'assumer cette violence d'une intrusion dans nos systèmes traditionnels. Moi, c'est ce que j'ai vécu étant enfant, c'est cette intrusion de quelque chose, d'une autre civilisation, qui vient bien sûr nous dire que notre civilisation était surannée, que nous étions des obscurantistes, que nous étions des attardés de l'histoire, et qu'il serait temps que nous nous mettions à jour de l'évolution d'une société à laquelle rien ne nous avait préparé. Rien n'avait préparé à cela. Mais je dirais que cette violence, elle ne s'est pas exercée seulement entre le Nord et le Sud. Je dirais que quand j'essaie d'expliquer la colonisation, par exemple, qui est une violence, je ne l'explique pas simplement à travers le rapport entre le Nord et le Sud, je l'explique à travers toute la négation des cultures, de la multitude des cultures. Il faut savoir que la planète était organisée en une espèce de variété de cultures, c'est-à-dire que la diversité de la nature donnait la diversité des cultures. Et même dans un territoire comme la France, eh bien, vous aviez une multitude de cultures. Vous aviez la culture bretonne, vous aviez la culture, je sais pas, alsacienne, celle du Nord, occitane. Enfin, tout ça, c'était des micro-cultures qui donnaient à chaque être humain sa légitimité et le lien à sa propre histoire. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on parle de langue maternelle, puisque quand une mère tient un enfant dans ses bras, elle lui chante des berceuses, elle lui parle dans sa langue,
et c'est cette langue-là qu'elle va lui transmettre et qui va assurer la continuité de sa destinée à travers un phylum qui a été organisé depuis des siècles, qui est démarré depuis des siècles. Or, l'irruption de la modernité fait que on ne tolère pas, évidemment, qu'il y ait cette diversité. Et c'est ainsi qu'il est interdit aux Bretons, vous n'avez qu'à lire Cheval d'Orgueil, vous allez lire toute la plainte que peuvent avoir aux gens les Occitans, etc., concernant cette négation de la culture antérieure pour instaurer à tout prix une culture dite moderne et qui ne se discute pas, à travers, bien sûr, l'école obligatoire. J'ai lu une fois un texte, alors je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais ça me paraît tout à fait juste. C'est-à-dire que l'instruction obligatoire ne semble pas avoir été simplement inspirée par un mouvement humaniste, mais plutôt par le fait que dans la démarche de l'organisation d'une nation, l'organisation d'une nation, c'est le regroupement de plusieurs ethnies, si on peut dire, puisque les voyageurs du XVIIe siècle en France parlaient d'ethnies, passaient d'une communauté à l'autre, avec des patois multiples, ce qui a donné cette magnifique diversité française, par exemple, avec les terroirs, avec chaque terroir a ses spécificités. Vous ne pouvez pas avoir des oliviers à Lille, c'est comme ça. Et puis c'est cette diversité, et cette diversité existait partout. Mais à partir du moment où vous voulez transformer toutes ces micro-sociétés en une société unique, c'est-à-dire où vous définissez la notion de nation, et non plus eh bien vous faites que les individus se déconnectent en quelque sorte de leur passé, de ce qui fonde leur caractère et leurs caractéristiques pour les uniformiser. Et cette uniformisation, elle avait, semble-t-il, pour objet le fait qu'on ne pouvait pas donner des ordres militaires en 36 patois. Donc il fallait que tout le monde comprenne les mêmes ordres. Parce que la notion de nation émerge, et là aussi il y a une violence qui est faite, si vous voulez, même structurelle au niveau de la planète, qui s'exprime à travers les frontières, les conquêtes, l'extension des empires, l'extension des royaumes, etc. Toutes ces violences-là qui déterminent très arbitrairement le contour des territoires. Et ce contour des territoires, évidemment, amène à une fragmentation qui exacerbe, évidemment, l'idéologie de la violence, et donc l'idéologie de la dualité. Et ainsi, la violence secoue l'ensemble de la planète. Et cette planète elle-même, qui est une merveille, absolument une splendeur. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on va prendre conscience de ce que représente ce cadeau extraordinaire que représente cette petite sphère vivante, cette sphère bleue, qui ressemble à une espèce d'oasis perdue dans un immense désert sidéral. À un certain moment, on se demande s'il existe évidemment une autre planète vivante quelque part. En tout cas, pour le moment, on n'en sait strictement rien. On le pressent, mais enfin, on l'a pas défini. Eh bien, cette petite sphère extraordinaire qui a nécessité des conjonctions extrêmement fines pour arriver à se réaliser, eh bien, elle a été malmenée par les êtres humains depuis déjà longtemps. Je ne sais pas si il y a un livre que j'essaye de faire rééditer qui a été pour moi un des livres fondateurs, disons, parmi les gens qui m'ont aidé à réfléchir, un livre dont je parle souvent, qui s'appelait La planète au pillage, d'un certain Osborne. Je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui ont lu La planète au pillage de Osborne. Personne. Alors que c'est un ouvrage absolument extraordinaire, salué par Einstein, salué par Huxley, qui était loin d'être un imbécile, salué par tous ce qu'on appelait les grands esprits. Il a été publié en langue anglaise entre les deux guerres par un président de la Société zoologique de New York, qui s'appelait M. Osborne, et qui mettait en évidence le fait que l'impact de l'être humain sur la planète est un impact négatif et que ça fait très longtemps que nous exerçons une violence sur notre milieu naturel
Le seul qui n'exerce pas de violence, c'est l'homme qui vit, disons, très modestement. C'est-à-dire qu'il ne prélève que ce qui lui est nécessaire pour exister, pour vivre lui-même. Et à partir du moment où il y a eu l'agriculture, pour le meilleur et le pire, et que l'agriculture a permis l'épanouissement des grandes civilisations, et ben aucune des grandes civilisations n'a évolué sans ruiner son environnement. C'est-à-dire sans s'en prendre bien sûr, on fait émerger une belle civilisation, et cette belle civilisation, elle repose écologiquement sur une destruction massive de l'environnement. À tel point que certains êtres humains sont allés tellement loin dans la violence et l'outrance, ben, qu'ils l'ont payé très cher parce qu'ils sont ensevelis, il y a des civilisations ensevelies sous le sable à cause de leurs outrances.